Oui, alors à l'origine, comme vous savez, il y avait eu ce canular entrepris par Sokal et Bricmont, donc qui avait fait accepter par une revue littéraire, qui avait fait accepter donc un article qui était une véritable bouffonnerie, c'est-à-dire c'était un article qui sous les dehors de la scientificité la plus rigoureuse, comportait des absurdités absolument patentes. Donc c'était une parodie du langage de la science la plus sophistiquée et la plus avancée. Ce fait a échappé évidemment aux directeurs de la revue qui ont publié l'article sans la moindre gêne. Et puis évidemment après Sokal et Bricmont ont dévoilé la supercherie. Et donc c'est un exemple classique de canular dont d'ailleurs Krauss lui-même dans Die Fackel avait déjà, c'est ce genre de choses qu'il avait déjà pratiqué. Ça consistait à envoyer un journal à propos d'un événement, par exemple un petit tremblement de terre qu'il y avait eu à Vienne, à envoyer au grand journal libéral de l'époque, un petit peu l'équivalent de ce qu'a été et ce qu'est encore le Monde, le journal de référence de la bonne bourgeoisie cultivée. Quand vous avez envoyé un petit article, plus exactement non, c'est pas Krauss, c'est un ingénieur qui s'appelait Schütz, si je me souviens bien, qui avait envoyé un canular expliquant que, alors il y avait on utilisait dans les mines une espèce de petit wagonnet qu'on appelait un chien de mine, Grubenhund. On appelait chien de mine parce que quand il se déplaçait sur les rails, il faisait entendre un grincement qui ressemblait un peu à l'aboiement d'un chien. Et alors, peu de temps, Schütz donc expliquait en termes extraordinairement savants que peu de temps avant que se produise ce petit tremblement de terre à Vienne, son chien de mine avait donné des signes d'inquiétude. Son chien de mine qui était couché dans le laboratoire avait donné des signes d'inquiétude. Et ça semble vraiment difficile à croire, mais la Neue Freie Presse, le grand journal, le journal de référence, a publié bel et bien cet article. Et ensuite, évidemment, la supercherie a été dévoilée. Alors, au fond, Sokal et Bricmont ont un peu repris cette tradition du Grubenhund que Krauss défendait vigoureusement. Il a toujours défendu l'idée que c'était le genre de supercherie qui pouvait sembler, évidemment, en soi un peu révoltant, mais auquel, d'après lui, on avait tout à fait le droit de se livrer parce que ça constituait un moyen de défense naturel contre les abus de pouvoir des journaux, en particulier contre leur prétention de représenter la culture, la science, etc., de façon complètement illégitime. Alors, Sokal et Bricmont ont donc repris un peu cette tradition et se sont heurtés évidemment au même type de réaction, c'est-à-dire ils ont été accusés évidemment de malhonnêteté, c'est-à-dire ce genre de procédé est considéré la plupart du temps comme déloyal, alors que en réalité ils n'avaient fait pour l'essentiel que citer des déclarations effectivement passablement ridicules de gens qui utilisaient des concepts scientifiques qu'ils ne maîtrisaient en aucune façon et qui le faisaient dans certains cas avec l'intention évidente de se livrer tout simplement à une forme de bluff, c'est-à-dire utiliser le langage de la science quand on est littéraire, c'est très souvent simplement une façon d'intimider les lecteurs littéraires qui sont évidemment assez faciles à mystifier, parce que comme en général ils n'ont pas une culture scientifique très développée, il faut souvent assez peu de choses pour faire impression auprès d'eux. Et alors les réactions à la supercherie de Sokal et Bricmont, alors il faut ajouter qu'ils ont ensuite publié un livre, alors cette fois tout à fait sérieux, sur le même sujet, donc intitulé, si je me souviens bien, L'imposture intellectuelle. Et là, il y a eu des réactions, alors évidemment, à peu près uniformément négatives du milieu littéraire, qui a considéré ça comme évidemment une sorte d'abus de pouvoir et d'autorité, et qui a défendu l'idée qu'il est tout à fait légitime d'utiliser les concepts scientifiques de façon absolument libre, c'est-à-dire sans se croire obligé de se soumettre au genre de contraintes que s'imposent les scientifiques eux-mêmes quand ils les utilisent. On a parlé beaucoup de
dans le droit à la métaphore, le droit de faire une utilisation métaphorique de concepts en principe scientifiques. Et puis, alors, chose curieuse, enfin curieuse, à la fois curieuse et assez prévisible, il n'y a pas eu non plus, si vous voulez, Sokal et Brikmont n'ont pas non plus obtenu un appui très, très évident du milieu scientifique lui-même, pour une raison qu'on peut expliquer assez facilement, qui est que les scientifiques ont tendance à considérer que les contraintes qui, à leurs yeux, vont de soi quand on fait de la science ne s'appliquent plus du tout quand on s'occupe de choses littéraires. Et là, pour eux, le domaine des lettres, c'est le domaine où la liberté doit être la plus complète possible, d'autant plus qu'on ne sait jamais d'utilisations qui peuvent sembler complètement absurdes, de concepts scientifiques, peuvent sortir, le cas échéant, peuvent sortir finalement des trouvailles réelles, susceptibles d'être utilisées peut-être beaucoup plus tard par la science elle-même. Enfin, c'est un argument classique qui consiste à dire que sur la ligne de front de la science en train de se faire, on doit pouvoir se permettre des libertés considérables. Donc, ce n'est pas le moment d'imposer disons, de ce point de vue-là, il n'est pas souhaitable d'imposer des contraintes tout à fait strictes. Et en tout cas, il faut laisser les littéraires en user à peu près de la façon qui leur convient. Et puis, on verra bien. On verra bien s'il y a ou non quelque chose à tirer de ça. Et alors, la réaction, le genre de réaction qu'a suscité le livre de Sokal et Brikmont m'a mis un peu en colère parce que j'ai estimé que il fallait en l'occurrence, ils avaient besoin d'être défendus, notamment contre le milieu littéraire, mais pas seulement. Et il se trouvait qu'il y avait un des cas qu'ils avaient analysé, c'était peut-être pas celui sur lequel d'ailleurs ils avaient le plus insisté, qui était c'est l'exemple de l'utilisation que Régis Debray avait faite du théorème de Gödel. Le théorème de Gödel est un résultat passablement technique, dont, aux yeux de tous les gens sérieux, le domaine d'application est passablement limité. C'est en gros, ce que Gödel a démontré en 1931, c'est que, pour dire les choses en langage un peu technique, n'importe quel système formel qui est suffisamment riche en moyens d'expression pour exprimer l'arithmétique élémentaire comporte au moins une proposition indécidable, c'est-à-dire une proposition qui n'est, dans le système lui-même, ni démontrable ni réfutable. Alors c'est un résultat qui est essentiellement technique. Il se réfère encore une fois à des systèmes formels précis, à une classe de systèmes formels précis, ceux qui sont capables d'exprimer l'arithmétique, et il utilise une notion de décidabilité qui est entièrement relative, c'est-à-dire quand on dit qu'une proposition est indécidable, ça veut dire qu'elle est indécidable avec les moyens de tel ou tel système formel précis. Il n'est pas question d'indécidabilité absolue. Dans cette affaire-là, il n'est pas question non plus de tirer de ça la conclusion qu'il y a des propositions arithmétiques qui ne sont ni vraies ni fausses. Ce que ça veut dire, c'est simplement que, encore une fois, il y a des propositions arithmétiques qui sont exprimables dans le système, que le système ne permet pas de décider lui-même. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont ni vraies ni fausses, c'est tellement vrai que la proposition indécidable de Gödel est vraie. Elle est vraie, mais indécidable. Et on peut démontrer qu'elle est vraie. Seulement, il se trouve qu'il y a tout un tas pas seulement de philosophes, mais également de littéraires qui se sont servis de ce résultat, qui l'ont appliqué à tort et à travers, et qui en ont de façon générale tiré la conclusion que même la science, si vous voulez, la science par excellence, la science qui représente le paradigme de l'exactitude, de la certitude absolue, à savoir les mathématiques, comportent des propositions qui au fond ne sont ni vraies ni fausses. Ce qui est une absurdité pure pour les raisons que je viens d'indiquer, puisque ni Gödel, ni qui que ce soit, parmi les gens sérieux, ne s'est jamais senti autorisé à conclure de ce que Gödel a démontré, qu'il y avait des propositions mathématiques qui ne sont ni vraies ni fausses. Mais là, Debray s'est lancé dans toute une série d'extrapolations qui ont consisté notamment à appliquer le résultat de Gödel à la théorie sociale et à la théorie politique en général, et à en tirer la conclusion que, oui, j'ai oublié de dire que un des résultats que Gödel établit, secondairement, mais qui devient à certains égards presque encore plus important, c'est le fait que les systèmes formels du genre de ceux que je viens d'évoquer ne sont pas en mesure d'établir leur propre non-contradiction. C'est-à-dire on ne peut pas, avec les moyens du système lui-même, démontrer que le système est non contradictoire.
Vous imaginez sans peine la conclusion merveilleuse qu'on peut tirer de ça. Il est en train de se dire, ah, mais alors qu'est-ce qui se passe? Les mathématiques elles-mêmes ne sont pas en mesure d'établir qu'elles sont non contradictoires, ou en tout cas, si on essaie de les représenter à l'aide d'un système formel quelconque, on n'aura jamais les moyens, en utilisant uniquement les ressources du système en question, d'établir que le système est non contradictoire. Ça veut dire que même nos théories les mieux établies reposent sur un fondement qu'on ne peut pas réellement justifier, qui peut être considéré comme étant de l'ordre, disons, d'un article de foi, si vous voulez, en tout cas comme étant de nature plus ou moins religieuse. Et c'est au fond ce genre d'exploitation que Debré a fait, qui m'a beaucoup irrité, parce que c'est particulièrement scandaleux, si vous voulez, de faire ce genre de généraliser de cette façon un résultat qui a un sens technique précis et tout à fait limité. Et pour résumer la situation, on peut dire en gros que essayer de transposer le résultat de Gödel n'a de sens que si deux conditions sont réunies. Premièrement, il faut que vous ayez une théorie qui est susceptible d'être axiomatisée, c'est-à-dire dans laquelle on peut formuler, on peut mettre au départ un certain nombre de propositions précises qu'on appelle axiomes, et puis de ces propositions, on est censé, à l'aide de ce qu'on appelle des règles de déduction, déduire toutes les autres propositions. Autant que je sache, aucune théorie politique ne remplit exactement cette condition. Deuxième condition, il faut qu'il y ait des raisons de supposer que la théorie considérée est complète, c'est-à-dire qu'elle est telle que toute proposition qui peut y être formulée est soit démontrable, soit réfutable, avec comme objectif l'idéal, si vous voulez, ce serait que toutes les propositions vraies soient des propositions démontrables, toutes les propositions fausses soient des propositions réfutables. Or, cette deuxième condition, il y a encore moins de raisons de penser qu'elle peut être remplie par les théories politiques et les systèmes politiques. Par conséquent, cette transposition est particulièrement absurde et à certains égards même particulièrement révoltante, parce que ça relève d'un manque de sérieux, soit d'une incompréhension totale de ce dont il s'agit, soit d'un manque de sérieux. Et évident, ce qui est encore plus préoccupant. Mais dans le cas de Debré, ce qui m'a gêné, c'est le fait que on peut même pas, si vous voulez, on peut même pas le soupçonner d'avoir cherché à faire de l'esbrouf. Je crois il m'a donné l'impression de ne s'être tout simplement pas rendu compte du problème de principe que pouvait poser son utilisation du théorème de Gödel. Alors, je me suis particulièrement concentré sur le cas de Debré pour une raison sur laquelle je me suis expliqué, c'est que la difficulté quand vous essayez de dénoncer le genre d'abus auxquels s'en sont pris Sokal et Bricmont, la difficulté c'est que souvent, si vous voulez, pour décortiquer un passage de 10 lignes et démontrer que c'est un tissu d'absurdité, il faudrait presque écrire 10 pages. C'est ça le problème, c'est que les choses absurdes sont très vite écrites. Elles sont beaucoup plus longues à analyser et à dénoncer. C'est ça la grosse difficulté. En outre, évidemment, à chaque fois qu'on assume ce rôle-là, on se retrouve dans la position plus ou moins désagréable, une espèce de père Fouettard. On a l'impression de se retrouver dans une position disons, dans le rôle du personnage qui est supposé détenir le savoir, qui fait le leçon à des gens qui sont des amateurs, etc. Et là, c'est une position de faiblesse, hein, surtout auprès des médias, évidemment, parce que on se retrouve obligé d'assumer un rôle qui est de façon générale très très mal perçu. Bernard-Henri Lévy, évidemment, je ne mettrai pas Régis Debray et Bernard-Henri Lévy dans la même catégorie, parce que Régis Debray, à mes yeux, est et reste un homme qui a une volonté de sérieux tout à fait réel, ce qui fait que, bon, j'ai quand même conservé une certaine indulgence pour lui. Mais, alors dans le cas de Bernard-Henri Lévy, ce qui s'est passé, c'est que très vite, il a au fond assumé, il a fait un choix, qui est le choix le choix qui consiste à rechercher l'appui des médias contre l'appui des universitaires et des savants. Enfin, en gros, ce qui illustre l'exemple que vous avez cité, c'est-à-dire l'idéologie française et ses premiers livres en général, parce que le Testament de Dieu posait déjà un peu le même genre de problème,
c'est qu'il y a eu effectivement des critiques, en particulier des critiques de type purement factuel, hein, qui ont été formulées. C'est le cas pour l'idéologie française. Vidal-Naquet a démontré, je crois de façon absolument irréfutable, un certain nombre d'erreurs historiques évidentes, et en plus de mésinterprétations caractérisées. Mais ça n'a produit rigoureusement aucun effet, hein, parce qu'on était déjà arrivé à un stade où je crois ce genre de choses ne comptait pratiquement plus. Hein, c'est-à-dire, ce qu'on observe de plus en plus, c'est que... oui, je crois me rappeler que récemment, c'est au moment où est paru le dernier livre de Bernard-Henri Lévy, American Vertigo, on a posé la question à Vidal-Naquet. On lui a demandé au fond comment il avait pris cette incapacité, enfin cette impuissance dans laquelle on se trouve, relativement à des phénomènes comme le phénomène de Bernard-Henri Lévy. Il a dit que c'était un sentiment d'humiliation, un sentiment d'impuissance douloureuse, qui est un sentiment que je ressens aussi, parce qu'on est en quelque sorte prévenu d'avance, les gens comme nous sont en quelque sorte prévenus d'avance qu'ils ne peuvent rien contre un intellectuel qui est soutenu massivement par les médias. Hein, le fond de l'affaire, c'est ça, c'est que vous avez beau être un universitaire tout à fait sérieux, qui est censé, qui connaît parfaitement, ou qui en tout cas est censé connaître parfaitement la question. Dans le cas dont nous parlons, l'idéologie française, c'est évident que Vidal-Naquet avait une connaissance parfaite de la question. Nous sommes avertis que ce n'est pas nous qui aurons raison. Hein, non, on ne peut pas et on peut de moins en moins avoir raison contre un intellectuel qui bénéficie de l'appui des médias. C'est ce que dans l'article que j'ai publié dans Le Monde diplomatique, j'ai expliqué, en citant Krauss, que Krauss dit de notre époque qu'elle n'aime rien tant que le fait accompli, et en l'occurrence c'est le fait accompli de la célébrité et de l'importance médiatiquement établie. Une fois qu'un intellectuel est devenu médiatiquement important, c'est une chose sur laquelle on ne revient pratiquement jamais. Et alors ce n'est pas l'opinion de quelques intellectuels sérieux, et qui bénéficient d'une certaine réputation dans leur ordre et dans leur monde. Ce n'est pas leur point de vue qui pourrait changer quoi que ce soit à ça. Et le cas BHL est une illustration tout à fait typique de ça. Et en outre, comme je le disais il y a un instant, c'est vraiment le choix qu'ont fait à un moment donné un certain nombre de jeunes gens. Je parle du début de la nouvelle philosophie, ça doit être à peu près les années 1978, enfin la fin des années 70, le début des années 80, ils ont choisi dans toute la mesure du possible de contourner le jugement de l'université et de la science, hein, pour aller s'abriter sous le parapluie des médias et de l'importance médiatiquement conquise. Des gens qui ont bénéficié, des gens qui ont réussi à la fois à conserver une certaine honnêteté et à bénéficier néanmoins d'un certain prestige médiatique. Bon, à la génération précédente, je le cas d'intellectuels comme Sartre ou Foucault, bon, ils sont des gens que je crois personne ne soupçonnerait d'avoir cédé sur la question de l'honnêteté intellectuelle. Mais à partir de ce moment, on a eu l'impression, je crois que si on remonte à ce qui s'est passé au moment de l'émergence de la nouvelle philosophie, je crois qu'il y avait l'université, les perspectives, les débouchés universitaires étaient de plus en plus restreints, donc il fallait trouver un autre moyen d'arriver. À partir du moment où vous choisissez le jugement des médias contre le jugement de l'université, il y a un prix à payer pour ça, c'est-à-dire qu'il faut être prêt, quand même à transiger assez sérieusement avec la rigueur, il faut être prêt à faire les choses de plus en plus vite, il devient de plus en plus difficile de prendre le temps nécessaire pour travailler, écrire la moindre chose un peu sérieuse demande un temps considérable. C'était déjà, en tout cas, celui dont nous avons parlé, Bernard-Henri Lévy, qui n'avait aucune patience. Ils voulaient vraiment arriver très rapidement au sommet. Et je me souviens qu'il y a eu, c'est assez amusant à constater rétrospectivement, il y a eu une intervention de Régis Debray qui, à un moment donné, a fait la leçon à Bernard-Henri Lévy en lui disant quand même, il faut commencer par lire, il faut passer beaucoup de temps à lire, il faut lire des auteurs sérieux, difficiles, etc. Et je me souviens très bien, parce que ça m'avait frappé, il avait répondu, Bernard-Henri Lévy avait répondu « Désolé, je n'ai pas de goût pour les œuvres posthumes ». Oui, c'est très révélateur, c'est-à-dire, on ne peut pas faire ce que les universitaires jugent indispensable
en principe de faire, c'est-à-dire commencer par exemple par consacrer 10 ans de sa vie à faire une thèse, à faire un travail difficile et érudit sur un auteur traditionnel, etc. C'était tout à fait exclu, il ne voyait pas du tout les choses de cette façon. Donc il n'y a pas nécessairement une incompatibilité, encore une fois, entre l'honnêteté intellectuelle et le succès médiatique, mais si l'importance que vous avez est uniquement médiatique, hein, ou presque complètement médiatique, alors il y a des conséquences qui résultent de ça, hein, et qui font que la possibilité de rester jusqu'au bout rigoureux et honnête est sérieusement compromise, et ça se vérifie, à mon sens, de plus en plus. Cette quasi-incompatibilité à partir d'un certain moment entre les deux choses. Je reproche constamment aux journalistes, c'est de ne pas respecter le principe krausien, c'est-à-dire de ne pas se rendre compte qu'il faut être absolument impitoyable pour ce qui concerne l'établissement des faits. Ça, c'est une exigence vraiment avec laquelle il est impossible de transiger, et avec laquelle, en réalité, il transige constamment. C'est-à-dire, l'impression que j'ai depuis toujours, c'est que, y compris sur des choses où, au fond, les vérifications ne seraient pas tellement difficiles à faire, hein, ils ont une tendance assez caractéristique à se satisfaire d'approximations, voire même à imprimer des erreurs caractérisées dont ils s'excusent d'ailleurs à peine après coup, enfin, vous voyez. Et alors il y a donc déjà ce problème-là, c'est-à-dire autant il faut être absolument intransigeant pour ce qui concerne la vérité factuelle. Alors en ce qui concerne maintenant la question de l'interprétation, de l'évaluation, il faut évidemment s'astreindre à présenter comme étant une interprétation plus ou moins personnelle ce qu'il est effectivement, c'est-à-dire ne jamais présenter comme étant de l'ordre de la vérité factuelle, ce qui relève en réalité de l'interprétation, avec cette difficulté que il y a aussi des gens qui ont tendance à reprendre plus ou moins cette phrase célèbre de Nietzsche, vous savez, il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations. Alors Dieu sait si cette phrase a été ressassée et si elle a servi, à justifier les attitudes et les comportements les plus contestables en matière intellectuelle. À partir du moment où il n'y a plus de fait, évidemment, ça donne une liberté considérable à tous les gens qui n'ont pas très envie de se fatiguer pour essayer de reconnaître les faits. Hein. Et c'est d'ailleurs un point sur lequel Sokal et Bricmont sont revenus, plus exactement Sokal seul dans un livre qu'il a publié récemment qui s'appelle Pseudosciences et postmodernisme, et il insiste énormément sur l'importance qu'il y a à apprendre aux gens, si vous voulez, à distinguer clairement ce qui est de l'ordre de la vérité factuelle de ce qui est de l'ordre de l'opinion. Parce que si vous pensez qu'il n'y a pas de différence réelle entre ces deux choses, les vérités de fait et les opinions, c'est déjà très inquiétant. Si vous pensez ensuite, ce qui est aussi une tendance actuelle, liée à ce qu'on appelle le postmodernisme, que toutes les interprétations et toutes les opinions sont plus ou moins équivalentes, hein, c'est un des problèmes qui se posent aujourd'hui, le problème du relativisme culturel, on peut avoir le sentiment que ça ouvre la porte aux abus les plus monstrueux, hein, et que ça crée des dangers de la pire espèce. Alors par exemple, si vous regardez ce livre de Sokal, il pose très clairement la question, est-il vraiment important, dit-il, que certaines personnes, universitaires pour la plupart, soyons clairs, pensent que la vérité est une illusion, que la science n'est rien d'autre qu'une sorte de mythe, et que les critères de rationalité et de correspondance à la réalité sont profondément déterminés par la culture. Alors, est-ce que c'est réellement important qu'il y ait, que certains milieux intellectuels, plutôt restreints, soit dit en passant, pensent ce genre de choses? Et Sokal reconnaît sans hésiter, je le reconnais aussi, très facilement, que c'est peut-être pas très important. Mais il ajoute ceci, ça n'est peut-être pas très important, des doctrines bien plus pernicieuses abondent dans la société humaine, et de toute façon l'influence des intellectuels sur le monde qui s'étend au-delà de leur tour d'ivoire est bien moins importante que nous nous plaisons souvent à le penser. Certes, c'est sans doute pas très important, mais Sokal dit, je me demande si le type d'esprit critique
qui aide à distinguer la science de la pseudo-science, pourrait aussi s'avérer utile lorsqu'il s'agit de distinguer la vérité du mensonge dans les affaires publiques. Je ne dis pas qu'il s'agit d'une panacée, absolument pas, mais simplement que cela pourrait être utile. Et les trois derniers mots sont soulignés. Et ça nous ramène à la question que vous me posiez au début à propos de l'affaire Sokal, c'est que sur ce point, je réagis tout à fait exactement comme Sokal et également comme Chomsky. Chomsky dit assez souvent qu'il faut donner aux gens, il faut améliorer les moyens qu'ont les gens de pratiquer l'autodéfense intellectuelle. Comment peut-on y parvenir? Et la question posée est très clairement la suivante. Est-ce que c'est en affaiblissant, en oblitérant plus ou moins la distinction que certains considèrent comme indispensable de faire, celui entre les faits et les interprétations, ou en tout cas entre les faits et les opinions qu'on peut avoir à leur sujet? Est-ce que c'est en affaiblissant, voire même en effaçant ce genre de distinction, ou bien est-ce que ce n'est pas plutôt au contraire, comme Sokal le fait remarquer, en enseignant aux gens à distinguer clairement la vérité, en tout cas la vérité factuelle, de tous les mensonges, les fariboles, etc., qu'on peut raconter à son sujet. Et si je peux me permettre de citer encore quelques lignes, j'ai été absolument estomaqué en lisant sous la plume de Sokal, parce que je ne pensais pas qu'on en était à ce point-là. Il dit, toujours dans ce livre qui s'intitule Pseudosciences et postmodernisme, il dit « Je dois avouer que je suis légèrement déconcerté par une société dans laquelle 50% de la population adulte croit à la perception extrasensorielle, il s'agit des États-Unis, 42% aux maisons hantées, 41% à la possession par le diable, 36% à la télépathie, 32% à la voyance, 28% à l'astrologie, je pensais que c'était plus que ça, mais enfin, 15% au channeling et 45% à l'exactitude littérale du récit de la création dans la Genèse. Cependant, ajoute-t-il, c'est une inquiétude bien plus profonde que j'éprouve devant une société où 21 à 32% de la population pensent que le gouvernement irakien de Saddam Hussein était directement impliqué dans les attaques terroristes du 11 septembre 2001, 43 à 52%, donc des Américains, pensent que les troupes américaines en Irak ont trouvé des preuves incontestables d'une proche collaboration entre Saddam Hussein et Al-Qaïda, et 15 à 34% croient que les troupes américaines ont découvert des armes de destruction massive en Irak. Quand vous lisez ça, c'est absolument effarant. Vous vous dites, mais Chomsky a raison. Est-ce que la tâche la plus urgente, c'est pas de réapprendre aux gens, la différence qu'il y a entre un fait et une chose racontée, y compris une chose racontée par un journal aussi sérieux qu'il puisse être, puisqu'il y a, regardez la façon dont la presse américaine la plus sérieuse, celle qui passe pour exemplaire aux yeux du reste du monde pour son indépendance, son sérieux, etc., la façon dont elle s'est laissée impliquer au moment du déclenchement de la guerre en Irak dans une opération qui était une pure opération de propagande. C'est-à-dire elle a épousé sans coup férir les thèses défendues dans un but éminemment intéressé par le gouvernement américain pour justifier l'intervention en Irak. Et donc je dois avouer que je me suis souvent posé des questions, ayant lu moi-même Nietzsche et pas mal d'auteurs de ce genre, et les ayant même lus d'assez près, je me suis souvent interrogé sur la vérité, la part de vérité que comporte cette affirmation. Il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations. Mais quand je lis le genre de choses que rapporte Sokal, là j'avoue que j'ai moins de scrupules à me mettre tout d'un coup à dire, mais quand même, il y a des faits objectifs, et puis il y a ce qu'on peut raconter à leur sujet, ça n'est pas la même chose. Et du reste, ce qu'on peut raconter à leur sujet, et même la façon dont on peut les présenter, évidemment, les différentes façons de les présenter ne sont pas forcément équivalentes. Voilà, si vous voulez, une des raisons, même peut-être la raison pour laquelle cet aspect du problème me préoccupe énormément. Et là, alors pour le coup, je me sens très proche évidemment très proche de Chomsky, très proche aussi d'Orwell, George Orwell, qui est quelqu'un que malheureusement on ne nous a pas beaucoup fait lire à ma génération. C'est une des choses que je regrette. Mais c'était une des choses qui le préoccupait particulièrement. Il pensait que à partir du moment où l'idée même de la vérité objective était devenue complètement suspecte, tout devenait possible. Et il pensait en particulier que tout affaiblissement du sens de la vérité et de la sensibilité à la vérité
tout affaiblissement de la capacité de reconnaître les faits objectifs et la réalité objective, que donc tout affaiblissement de cette sorte ne pouvait que faire le jeu des régimes dictatoriaux, hein, et le jeu de l'arbitraire. Ce que je crois aussi, mais c'est une chose qui ne va pas du tout de soi, qui est loin d'être acceptée par tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui pensent au contraire que le moyen le plus efficace de lutter contre la dictature et contre l'arbitraire, serait plutôt de renoncer à l'idée de vérité elle-même. Si plus personne n'ose continuer à entretenir la conviction que ce qu'il croit est vrai, et même est la vérité, alors tous les espoirs ne sont permis. Les gens cesseront de se faire la guerre au nom de la vérité, ils vont même presque certainement commencer à s'aimer les uns les autres, etc. J'ai les doutes les plus forts qui se puissent concevoir sur ce point. Donc je veux dire, je ne crois pas du tout que les choses se passeront de cette manière, mais je reconnais que c'est devenu un point tout à fait crucial. Hein. Faut-il encore continuer à défendre des idées comme celles de vérité et d'objectivité? Ce n'est pas du tout ce que pensent les postmodernes. Hein. Ils pensent que, politiquement parlant, l'avenir de l'humanité est susceptible de s'éclaircir fortement si on décide de sacrifier purement et simplement les idées de cette sorte. On profite d'idées plus faibles. Par exemple, un philosophe américain qui est devenu très célèbre, y compris en France, qui s'appelle Richard Rorty, estime qu'il faut renoncer plus ou moins à l'idée de vérité, à des idées comme celle de vérité et d'objectivité, remplacer l'idée de vérité par celle de solidarité. Et évidemment, il y a aussi des gens qui en sont arrivés à l'idée que, comme je l'indiquais à l'instant, c'est à partir du moment où il n'y a plus de vérité, il ne peut plus y avoir de guerre, de religion susceptible d'être menée au nom de la vérité. Maintenant, la question qui n'est pas résolue, c'est pour quelles raisons les gens continuent-ils à ce point à tenir à la vérité? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que les gens continuent à croire que ce qu'ils croient est vrai? Parce que vous allez me dire, ils pourraient se contenter de le croire. Après tout, on pourrait se dire, bon, ben oui, chacun a le droit d'avoir les croyances qu'il veut. Toutes les croyances sont du reste plus ou moins équivalentes. C'est ce que pensent un certain nombre de relativistes actuellement, qu'ils croient à une espèce d'équivalence fondamentale de toutes les idées et de toutes les croyances. Mais malheureusement, ce qui complique la situation, c'est qu'il n'est pas possible de croire une chose sans croire en même temps qu'elle est vraie. Hein, en tout cas, il y a de fortes chances qu'elle soit vraie. Et à partir de ce moment-là, vous apercevez à peu près immédiatement qu'il y a des gens qui croient des choses différentes, et la plupart du temps même opposées à ce que vous croyez, et qui sont tout aussi convaincus que vous que c'est vrai. Hein. Et d'où évidemment les possibilités d'affrontement qui commencent. Et je ne crois pas du tout que ce soit en essayant en tenant un discours de prêcheur qui consiste à dire aux gens, renoncez à croire que ce que vous croyez est vrai, et puis tout va s'arranger. L'humanité se portera beaucoup mieux. Donc je ne pense pas du tout que la solution consiste à renoncer à des idées comme celles de vérité et d'objectivité. Effectivement, il y avait tout de même eu avant Zola, il y avait eu des exemples éminents entre tous. Enfin, on peut penser à Victor Hugo, à Lamartine, beaucoup d'autres. Il y avait déjà eu des gens des gens particulièrement illustres qui avaient assumé le rôle de ce qu'on a pris l'habitude d'appeler, effectivement, surtout depuis l'affaire Dreyfus, depuis l'intervention de Zola, ce qu'on a pris l'habitude d'appeler l'intellectuel, au sens actuel du mot. Un intellectuel étant supposé être, si j'ai bien compris, quelqu'un qui utilise l'autorité, la célébrité acquise dans un domaine où il s'est illustré. C'est un philosophe, la philosophie si c'est un philosophe, la littérature si c'est un écrivain, qui utilise donc la célébrité et l'autorité, le prestige qu'il a acquis pour intervenir dans des affaires qui relèvent de l'actualité immédiate et qui sont d'un intérêt, qui présentent un intérêt général. Bon, alors, pour enchaîner sur la question qu'on évoquait il y a un instant, un des problèmes auxquels se trouve confronté l'intellectuel en ce moment est celui que nous évoquions, c'est-à-dire quelle est l'obligation numéro 1 à laquelle l'intellectuel se trouve confronté? Est-ce que c'est de défendre la vérité, quoi qu'il en coûte,
ou bien est-ce que si c'est un intellectuel postmoderne, l'intellectuel aura plutôt tendance à se dire que, au contraire, ce qu'il faut faire, c'est plutôt essayer de mettre en question, de façon plus ou moins radicale, l'importance excessive et abusive qui est accordée dans des sociétés comme les nôtres à la science, à la vérité, à des notions comme celle de vérité, d'objectivité, etc. Et là, c'est un vrai problème, c'est un problème très sérieux. Si on est sensible à des arguments comme ceux qui sont invoqués par Chomsky, et également par Sokal, le passage que j'ai cité est très révélateur, on est obligé de se poser cette question, qu'est-ce qui sert le mieux la démocratie? Est-ce que c'est le genre de relativisme culturel, radical, que défendent certains, qui repose sur l'idée que, au fond, sur l'idée d'une équivalence foncière de toutes les interprétations, de toutes les opinions, de toutes les croyances, etc., qu'elles soient religieuses ou scientifiques, qu'elles soient scientifiques ou non scientifiques, y compris les croyances religieuses, puisqu'il y a actuellement une tendance assez caractéristique à considérer que le rationalisme n'est au fond qu'une religion parmi d'autres, même la laïcité, parce qu'on parle constamment d'intégrisme ou de fondamentalisme laïque, ce qui est une façon de faire comprendre aux laïcs qu'eux aussi défendent une religion, et une religion qui comporte ses propres extrémistes. C'est totalement contestable, si vous voulez. Je pense qu'il y a une confusion conceptuelle assez sérieuse et dangereuse derrière l'utilisation, dans l'utilisation d'expressions de cette sorte. Mais c'est un petit peu là que nous en sommes. Il y a d'un côté des gens qui continuent à défendre une position assez traditionnelle, qui consiste à dire la tâche de l'intellectuel, la tâche prioritaire de l'intellectuel, et même presque unique, c'est de défendre la vérité. Et puis, à l'opposé, il y a des gens qui disent pas du tout, l'intellectuel nouveau, l'intellectuel d'aujourd'hui, doit poursuivre un objectif complètement différent, c'est-à-dire essayer de se débarrasser et de débarrasser notre société de cet attachement traditionnel à des notions et à des conceptions qui sont aujourd'hui dépassées, y compris malheureusement celle de vérité, à laquelle on est censé avoir accordé une importance qu'elle ne méritait pas. Alors là, j'ai cité l'exemple de George Orwell, j'aurais pu citer aussi sur ce point Bertrand Russell qui lui, avait, dans ses textes politiques, a toujours défendu l'idée que, si on abandonne l'idée de la référence à la vérité, alors on peut s'attendre au pire. Russell donne comme argument le fait que les régimes dictatoriaux n'ont pas de pire ennemi que la vérité objective et la science. Ils se servent de la science quand elle peut leur être utile, notamment à travers ses applications techniques. Russell, évidemment, place à peu près sur le même plan de ce point de vue Hitler et Staline. Il les voit comme deux dictateurs de la pire espèce qui ont toujours professé, au fond, le plus grand mépris pour la science, des gens que la vérité scientifique n'intéresse pas. La vérité historique non plus, d'ailleurs, puisque, évidemment, l'histoire, comme vous le savez, dans les régimes de cette sorte, l'histoire est écrite autoritairement par le pouvoir. Et donc, il y a un mépris équivalent pour les vérités que sont en mesure de formuler les sciences exactes et pour les vérités de l'histoire. Et Russell pense que, à partir du moment où on a renoncé, on a accepté on a choisi d'adopter cette attitude, on fait, si vous voulez, la porte est grande ouverte pour des dictatures de la pire espèce. Et c'est un point qui, à mon sens, mérite tout à fait d'être discuté. Est-ce que la chose primordiale que les démocraties actuelles devraient essayer d'enseigner n'est pas justement un certain respect pour la vérité, enfin, ou peut-être apprendre aux gens à retrouver un certain respect pour la vérité. Quand je dis la vérité, je dis la vérité objective, c'est-à-dire la vérité qu'on est en mesure d'établir au moins jusqu'à un certain point à l'aide d'arguments, pas forcément de preuves démonstratives, mais à l'aide de raisons et d'arguments. Parce que on parlait tout à l'heure du théorème de Gödel. Alors il y a des gens qui ont tiré du théorème de Gödel, qui ont utilisé le théorème de Gödel pour nous asséner des vérités du genre il n'y a pas de vérité absolue, mais il n'y a pas besoin du théorème de Gödel pour savoir qu'il n'y a pas de vérité absolue. La quasi-totalité des vérités dont nous disposons, les vérités mathématiques constituent peut-être l'exception qui confirme la règle. La quasi-totalité des vérités auxquelles nous sommes en mesure d'accéder ne sont que des vérités partielles, évidemment, qui n'ont aucun caractère absolu, qui sont
qui sont toujours susceptibles à un moment donné d'être remises en question. Mais ça ne veut pas dire, ça veut dire qu'il n'y a aucune différence entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Hein. La différence peut conserver toute son importance. Et ce qui apparaît dans les développements auxquels je faisais allusion, les considérations d'Orwell, celles de Bertrand Russell, celles de Chomsky et celles de Sokal, c'est le fait que le développement d'une certaine, le renforcement de la sensibilité à la vérité fait peut-être partie de l'éducation démocratique. Et c'est même peut-être un constituant, un aspect essentiel, un ingrédient essentiel de l'éducation démocratique. Malheureusement, là, on se heurte à un problème dont nous avons déjà souvent parlé, vous et moi, c'est est-ce que c'est exactement à ça que travaillent les médias, si vous voulez. Est-ce que l'influence des médias n'a pas pour effet, au contraire, de renforcer plutôt ce sentiment que chacun a droit à son opinion, qui vaut exactement autant que celle des autres. Donc est-ce que les faits, hein, est-ce que le fait que nous vivions sous l'empire des systèmes de communication, est-ce que ça n'entraîne pas comme conséquence un certain affaiblissement de la sensibilité à la vérité? Ça, c'est une question qui me semble tout à fait primordiale. Mes parents me disaient toujours qu'il ne fallait surtout pas chercher la vérité dans les journaux. Et alors, comme vous savez, c'est une banalité de dire ça, tout le monde le dit. Cela dit, les gens sont toujours en train de vous dire, d'une part, qu'ils ne croient pas un mot de ce qu'il y a dans les journaux, puis de s'empresser en même temps de le croire. En réalité, on ne peut pas se fier beaucoup à ce qu'ils disent, à la méfiance dont ils sont censés faire preuve à l'égard des journaux. Rien ne prouve que la capacité de croire, la crédulité à l'égard des médias est diminuée à ce point. Bon. Mais en fait, ça, c'est un autre problème. Mais ce qui m'intriguait quand j'étais gosse, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il fallait surtout pas chercher la vérité à l'endroit précis où il était supposé être, en quelque sorte, par définition, puisque j'avais déjà compris qu'en principe, les journaux étaient supposés nous dire la vérité. La vérité sur des choses à propos desquelles on ne pouvait guère espérer l'apprendre que d'eux. Hein. C'est ce qu'ils sont censés faire, ils sont censés vous dire la vérité sur des choses sur des domaines où elle est tout sauf visible, et où on a même plutôt tendance à essayer de la dissimuler, enfin en particulier ce qui se passe dans le monde politique, mais pas seulement, le monde des affaires, etc. Donc je ne comprenais pas très bien ça, et je pense que j'ai dû commencer très tôt à être interloqué par cette espèce de contradiction, si vous voulez. Hein, pourquoi est-ce que les médias, enfin les journaux, à l'époque on n'appelait pas encore ça les médias, il s'agissait essentiellement de la presse écrite et de la radio. Maintenant, évidemment, il y a la télévision en plus. Donc, l'impression qu'on a, si vous voulez, c'est d'avoir affaire à un système qui ne fait pas ce qu'il est censé faire, mais ce qu'il prétend être en train de faire, et qui fait même plutôt assez souvent le contraire. Bon, pourquoi? Alors, un aspect du problème qui n'est pas forcément le plus important, c'est la question du rôle que les médias jouent dans le domaine de la culture, hein, dans le domaine intellectuel, où ils ont acquis, me semble-t-il, un pouvoir qui est, au fil des années, un pouvoir qui est devenu de plus en plus important, qui sont d'ailleurs toujours en train d'essayer de minimiser. Hein, quand on les critique sur ce point, ils vous expliquent qu'en réalité, ils n'exercent qu'une influence tout à fait minime. On leur reproche souvent d'être disposés en quelque sorte d'un droit de vie et de mort sur les ouvrages de l'esprit, en particulier sur les livres. Ils vous disent mais non, pas du tout, ce que nous pouvons dire ou écrire n'a pas d'influence réelle. Quoi qu'il en soit, depuis les années 60, puisque c'est surtout à partir de ce moment-là que j'ai commencé à être concerné par ce problème, je me suis posé cette question, effectivement, du rôle qu'ils jouent dans la vie intellectuelle, de l'influence qu'ils exercent sur le monde intellectuel. Et là, j'ai été frappé par ce qui m'a semblé être très tôt, et de plus en plus être le règne de l'injustice et de l'arbitraire les plus inimaginables. Enfin, je veux dire, je n'ai jamais cessé de me demander s'il leur arrive encore de faire un effort sérieux d'équité et d'objectivité, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont conservé ou non un certain sens de la justice, un minimum une volonté minimale, si vous voulez, d'essayer de traiter
de traiter avec équité les différents représentants du monde intellectuel. Parce que vu de l'extérieur, évidemment, c'est pas du tout l'impression qu'on a. On a l'impression qu'il s'intéresse qu'à un tout petit nombre de gens, à peu près d'ailleurs toujours les mêmes, ils sont capables à un moment donné de mobiliser de façon complètement disproportionnée tous les moyens existants en faveur de une ou deux personnalités. Enfin, si vous prenez le cas, je sais pas, prendre deux exemples typiques, Bernard-Henri Lévy, quand il publie un livre quelconque, indépendamment du contenu, ou ce qui s'est passé avec Michel Houellebecq, par exemple, pour la littérature. Donc c'est complètement disproportionné. On se dit, mais comment est-il possible qu'à un moment donné, pratiquement tous les moyens existants soient utilisés en profit d'un aussi petit nombre de personnes. Et j'ai commencé à me poser ce problème dès les années 60. Je l'ai posé assez souvent. Je me souviens d'en avoir parlé avec Derrida, j'en ai parlé avec Bourdieu, qui n'était pas lui-même très sensible. Bon, je dois dire à l'époque à ce problème-là, il me semble qu'il est devenu beaucoup plus sensible par la suite, hein, surtout dans les 10 dernières années de sa vie, où là il s'est beaucoup impliqué et engagé sur ce type de questions. Mais pendant longtemps, je ne peux pas dire, j'ai pas eu l'impression que le monde intellectuel était sensible à ce problème qui, moi, me turlupinait énormément et même m'obsédait un peu. Ce qui est effectivement assez remarquable, c'est que c'est l'absence de critique sérieuse des médias de la part du monde intellectuel. Alors il y a de temps en temps quand même des livres qui paraissent, mais il n'y en a pas beaucoup. Et ils sont rarement bien reçus. Je le sais par expérience, quand j'ai publié mon premier livre sur Krauss, la Schmock ou le triomphe du journalisme, je ne peux pas dire qu'il a eu des échos très très favorables, y compris dans le monde intellectuel, alors qu'on pourrait penser après tout qu'il s'agissait plutôt de défendre précisément le monde intellectuel contre l'emprise croissante des médias. Alors, vous vous posez la question pourquoi il n'y a pas de critique. Y a-t-il aussi, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas du tout, mais c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il y en ait bien davantage. Pourquoi y a-t-il aussi peu de critiques réelles et sérieuses des médias, que ce soit de la part du monde politique ou de la part du monde médiatique? Et un aspect de la réponse est évidemment que il y a une peur réelle de s'attaquer à un pouvoir aussi fort et aussi démesuré que celui des médias. Par exemple, en ce qui concerne le monde intellectuel, l'attitude des mondes intellectuels, qui est une attitude d'acceptation plus ou moins passive, il y a la peur de prendre le risque de déplaire aux médias. Prenez si vous voulez, le nombre des intellectuels qui sont prêts à prendre ouvertement le risque de déplaire à un journal comme Le Monde est extraordinairement réduit. Moi, je pourrais les compter, ceux que je connais à peu près sur les doigts d'une main. Je veux dire, pratiquement personne n'est disposé à prendre le risque de faire ce genre de choses, ou même chose s'agissant du Nouvel Observateur. Enfin, si vous voulez, prendre le risque de déplaire fortement à la presse culturelle, chacun sait ce qu'est le prix à payer pour ça, et il est considérable. À partir du moment où vous faites ça, vous risquez de le payer très cher. Récemment, Serge Halimi s'est posé la question, pourquoi le monde intellectuel critique-t-il aussi peu les médias? Et un aspect de la réponse, je pense, c'est celui-là. C'est simplement que tous autant que nous sommes, nous dépendons jusqu'à un certain point de la bienveillance des médias pour exister. Si quand vous écrivez un livre, c'est pas très agréable, ça l'est pas pour vous, mais ça l'est encore moins pour votre éditeur, de devoir se dire que probablement aucun des journaux importants n'en parlera parce que vous avez un contentieux quelconque en cours avec eux, hein, ce qui est le cas. Dès que vous commencez à vous montrer particulièrement critique à leur égard, ils sont capables de vous le faire payer très cher. Alors je ne sais pas si c'est la réponse complète. La réponse pour ce qui concerne le monde politique est un petit peu la même. Hein, et c'était déjà vrai, c'est vrai depuis très longtemps, c'était déjà vrai à l'époque de Krauss. Ça l'était même particulièrement parce qu'il pensait que, avec quelques raisons, je crois que le seul pouvoir réel, le seul pouvoir qui fonctionnait réellement en Autriche, c'était le pouvoir de la presse. Étant donné que, si vous voulez, le système parlementaire ne fonctionnait absolument pas, le Parlement, le Parlement autrichien, on parlait, je crois, une douzaine de langues, il était dans une incapacité presque permanente de fonctionner de façon correcte, ce qui fait qu'il était régulièrement suspendu.
par le pouvoir impérial. Au moment de la guerre de 14, le Parlement était suspendu. Ce qui fait que la guerre a été décidée sans consultation du Parlement. Donc sur les pouvoirs politiques, aux yeux de Krauss, était à peu près inexistant. Et c'était, en revanche, à ses yeux, c'était plus ou moins la presse qui gouvernait, hein, qui décidait sur les questions importantes. Et à ses yeux, c'est en grande partie la presse, finalement, qui a voulu provoquer et largement décider la guerre. Hein. Donc, il y avait. Alors, à cette époque-là, on appelait déjà la presse la sixième grande puissance, je crois. Enfin, il y en a qui disaient le sixième ou la septième, ça dépend comment on compte. Sixième ou septième pouvoir. Voilà, c'est ça. Et puis, aujourd'hui, après, on a dit le quatrième pouvoir, bon, plus du législatif, l'exécutif, le judiciaire, donc le pouvoir de la presse. Donc, ça, c'est quelque chose qui est apparu très tôt. Donc, la presse est vraiment s'est révélé être un pouvoir extrêmement important, extrêmement influent, à propos duquel, c'est une question dont il faudra aussi peut-être qu'on dise un mot, se pose inévitablement le problème, existe-t-il ou non un contre-pouvoir approprié à ce genre de pouvoir? Parce que tous les autres pouvoirs, on a l'habitude de dire qu'ils se limitent l'un l'autre. Enfin bon, l'idée qu'un tout pouvoir appelle nécessairement un contre-pouvoir susceptible de le limiter, de l'empêcher d'abuser des forces qu'il a et des moyens qu'il a à sa disposition. Est-ce que c'est le cas avec la presse? Bon, ça n'est pas certain. Est-ce qu'il existe actuellement un contre-pouvoir approprié et réellement efficace à ce genre de pouvoir? Je n'en suis pas tellement sûr personnellement. Enfin, c'est un des problèmes d'ailleurs que j'ai essayé d'aborder dans le livre sur Krauss auquel je faisais allusion. Mais il y a en tout cas ce problème que la presse a tendance à évacuer assez systématiquement parce que, enfin, en se présentant systématiquement comme étant elle-même dans le rôle du contre-pouvoir, si vous voulez, c'est-à-dire elle se perçoit, elle se présente essentiellement comme étant le contre-pouvoir opposé aux abus de pouvoir de tous les autres pouvoirs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, ils considèrent qu'eux, ils ne se perçoivent pas du tout comme un pouvoir. Ils savent bien, à part eux, qu'ils sont les représentants d'un pouvoir, et Dieu sait quel pouvoir. Mais officiellement, c'est jamais comme ça qu'ils se présentent. Ils sont toujours dans le rôle du contre-pouvoir, menacés en permanence par les autres pouvoirs. Hein, c'est-à-dire menacés d'être contrôlés, censurés, menacés de voir sa liberté d'expression amputée, etc. Krauss disait, il y a un contraste tout à fait sidérant entre l'arrogance dont ils font preuve quand tout va bien, c'est-à-dire dans leur propre congrès. À les entendre, ils représentent en quelque sorte la culture, ils sont les grands défenseurs de la vérité, de la justice, etc. Et puis quand ils commencent à être critiqués, quand la critique commence à devenir un peu trop insistante, alors là, on les voit devenir particulièrement modestes. Tout d'un coup, ils vous expliquent qu'ils n'ont pour ainsi dire aucune influence, qu'ils ne jouent pour ainsi dire aucun rôle, qu'ils ne disposent d'aucun moyen d'action, qu'ils ne pèsent en aucune façon sur les décisions, en particulier les décisions politiques et autres. Vous voyez, il y a cette alternance constante entre les deux attitudes, mais je me permets d'insister sur ce point. Je crois qu'un des aspects du malentendu qu'il peut y avoir entre les citoyens et eux, c'est que, aux yeux du citoyen conscient, ils apparaissent quand même en premier lieu comme un pouvoir. Mais ce n'est pas du tout de cette manière qu'ils se présentent. Hein. Ils ont tendance à se présenter, encore une fois, essentiellement dans le rôle du contre-pouvoir. Vous m'avez interrogé un peu sur la question du rapport conflictuel que j'entretiens depuis longtemps avec les médias, parce qu'effectivement ça dure depuis très longtemps. Et alors un des aspects de la question que j'ai tendance à ressentir le plus douloureusement, si vous voulez, c'est ce qu'on pourrait appeler une espèce de transformation de toutes les distinctions de principes en simple distinction temporelle, toutes les différences de principe en simple différence de temps, ce qui fait que on a l'impression au fond que les seules différences qui comptent encore ne sont pas des différences de fond ou des différences de principe, mais uniquement des différences de moment. Ce que je veux dire par là peut être illustré peut-être en
en vous citant un épisode qui est rapporté par Adolf Loos, l'architecte, et il rapporte que il a rencontré un jour dans la rue un décorateur moderne, célèbre, dont elle lui a expliqué qu'il avait vu la veille un appartement de lui. Et l'autre, le décorateur en question, lui dit « Mais comment vous êtes allé voir cette chose? C'est une pure horreur. J'ai fait ça il y a 3 ans, je ne le referai en aucun cas aujourd'hui. » Alors ce qui est intéressant, c'est la réaction de Loos, qui est tout à fait conforme à ce qu'on pouvait attendre de lui. Et il dit ceci, il a réagi en disant « Que ne me dites-vous pas là? Voyez-vous, mon cher collègue, j'ai toujours cru qu'entre nous, il y avait une différence de principe. Maintenant, je vois qu'il ne s'agit que d'une différence de temps. Un écart qui peut même s'exprimer en nombre d'années, 3 ans. En effet, à l'époque déjà, j'affirmais que c'était une horreur, et vous, c'est aujourd'hui seulement que vous le faites. » Alors, chaque fois que je lis ce passage, je l'ai relu récemment, j'avais un peu oublié, ça me semble une description presque idéale de ce qui est en train de nous arriver, hein. C'était du genre de conséquences qu'entraîne l'emprise croissante des médias sur la vie intellectuelle. Effectivement, ce qui se passe, c'est qu'au fond, il n'y a plus guère que des différences de temps, hein, et il n'y a pratiquement plus de différences de principe. Il y a un moment pour penser à droite, un moment pour penser à gauche. C'est une simple différence de temps. C'est pas, à la limite, il n'y a même plus réellement de différence intrinsèque, hein. Et vous êtes confronté constamment à des gens qui tout d'un coup vous expliquent qu'ils en sont arrivés aujourd'hui là où vous en étiez déjà vous-même il y a 10 ans. Et ils pensent qu'après tout, c'est pas très important parce que, encore une fois, c'est une simple différence de temps. Ils ont pensé en fonction de l'ère du temps, ils pensaient en fonction de l'ère du temps il y a 10 ans, maintenant ils pensent à nouveau en fonction de l'ère du temps, et simplement l'ère du temps n'est plus le même. Donc l'effet de tout ça, si vous voulez, c'est une espèce de, comment dire, ça confère aux choses intellectuelles et au débat intellectuel un caractère qui devient presque dérisoire, parce qu'au fond, vous avez l'impression que vous pouvez défendre n'importe quelle absurdité, peut-être que, alors certes, ça aura l'air ridicule aujourd'hui, mais peut-être que dans 3 ans ou un peu plus, l'absurdité en question sera devenue à la mode, donc sera devenue quelque chose qu'il faut penser obligatoirement si on veut être conforme à l'esprit du temps, etc. Et là, on touche évidemment à une question qui moi, m'a toujours semblé cruciale. Le jeu intellectuel n'a strictement aucun intérêt si les différences de principe s'abolissent au profit de simples différences de temps. On a l'impression de quelque chose qui devient complètement futile. Et par contre, il n'y a même plus lieu de s'énerver parce que, effectivement, il suffit simplement d'attendre. Et si vous considérez comme tenu de défendre à un moment donné, de façon complètement solitaire et à contre-courant, une opinion hétérodoxe, après tout, vous avez tort, parce qu'il suffirait peut-être de laisser aller les choses et avec des chances raisonnables que d'ici 2 ans, 3 ans, 10 ans, etc., ça soit cette opinion-là qui l'emporte. Et il est toujours assez tôt pour s'y rallier. Il est toujours assez tôt de s'y rallier au moment où l'opinion devient dominante. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça me paraît un aspect vraiment à la fois très sensible, très perceptible et très préoccupant du pouvoir qu'exercent actuellement les médias sur la vie intellectuelle. À ma génération, pendant longtemps, l'idée, le marché, c'était plus ou moins l'horreur. Alors, les lois du marché, l'économie capitaliste, c'était plus ou moins l'horreur. Il ne fallait faire aucune concession à ce genre de système. D'ailleurs, les gens avaient souvent des attitudes d'une radicalité à cet égard qui était déraisonnable et qui n'était pas sérieusement défendable. Mais il s'est produit à un moment donné, il n'y a pas très longtemps finalement, un ralliement assez massif du monde intellectuel à un système et à des valeurs que jusque-là il se faisait une sorte d'obligation de combattre, hein, en particulier effectivement le système capitaliste, la loi du marché, etc. J'étais assez frappé de lire sous la plume de Bernard-Henri Lévy, mais il est vrai que ce n'est pas la première fois que j'ai noté ça quelque part, oui.
En lisant George Orwell, que je citais il y a un instant, George Orwell est quelqu'un qui avait participé, c'est donc un intellectuel de gauche britannique, hein, qui avait participé il avait vécu sur le terrain l'expérience de la guerre civile en Espagne. Et il a dit, je cite, il est vain d'être antifasciste. Il a dit que une des conclusions qu'il avait tirées de son expérience de la guerre civile en Espagne était que, citation, il est vain d'être antifasciste tout en s'efforçant de préserver le capitalisme. Donc si vous prenez les gens de la génération d'Orwell, c'était des gens qui pensaient que si on voulait s'opposer au risque de dictature, et plus particulièrement de dictature fasciste, il fallait s'attaquer au capitalisme lui-même. Pour eux, c'était deux choses qui étaient indissociables. Mais quand vous lisez Bernard-Henri Lévy, actuellement, enfin, il a déjà expliqué à différentes reprises qu'il fallait surtout pas, qu'il était particulièrement dangereux de s'en prendre au pouvoir de l'argent. Et il a dit tout récemment ceci, c'est dans un entretien au Journal du Dimanche, à propos de son dernier livre, American Vertigo. J'ai voulu lutter contre l'anti-américanisme par des rafales de réalité. Je disais, oui, ça c'est l'invocation du réalisme, il est allé voir sur le terrain, il a vraiment, il essaie, enfin il s'est décidé à réagir contre l'illusion, la mystification, etc., les fariboles qu'on raconte par ce qu'il appelle des rafales de réalité. Je disais déjà, ajoute-t-il, dans l'idéologie française, vous voyez, il n'a pas changé d'avis sur l'idéologie française, je disais déjà dans l'idéologie française que le cœur du fascisme résidait dans la haine phobique de l'argent et de l'Amérique. L'anti-américanisme est une religion. Alors laissons de côté la question de l'anti-américanisme, qui est une question en soi, bien sûr, parce que, comme vous savez, on a tendance aujourd'hui à assimiler toute critique, aussi raisonnable, modérée et argumentée qu'elle puisse être des États-Unis sur certains points, à de l'anti-américanisme pur et simple. À la limite, les gens qui étaient contre la guerre en Irak, qui est une guerre dont il apparaît de plus en plus clairement qu'il ne fallait surtout pas la faire, mais les gens qui étaient contre, évidemment, étaient accusés assez ouvertement d'être victimes de ce que les gens comme Bernard-Henri Lévy appellent une espèce de haine phobique de l'Amérique. Alors, ça, bon, laissons de côté la question de l'Amérique pour nous en tenir à la question de l'attitude adoptée à l'égard du pouvoir de l'argent. Et là, je suis quand même assez sidéré quand je lis des phrases comme celles que je viens de citer, parce que j'ai envie de poser la question, à partir de quel moment commence la haine, ce qui est appelé ici la haine phobique de l'argent? Est-ce que dès que vous vous mettez à critiquer le pouvoir démesuré, selon moi absolument révoltant, que l'argent exerce en ce moment, est-ce que dès que vous vous mettez à critiquer sérieusement ce type de pouvoir, vous n'êtes pas déjà victime de cette espèce de haine phobique de l'argent qui est considérée comme une espèce de préparation au fascisme? Vous voyez évidemment à quel problème nous sommes confrontés, c'est que le pouvoir de l'argent est devenu tellement fou qu'il inquiète désormais certains représentants du pouvoir politique et certains des représentants les plus éminents de l'Église catholique. Donc c'est devenu quelque chose de tellement insensé et de tellement immoral que l'autorité politique d'un côté et les autorités religieuses de l'autre estiment que ça ne peut pas durer. Bon, et dans le même temps, vous avez l'impression d'avoir affaire à des intellectuels qui, eux, pensent au contraire que le pouvoir de l'argent a plutôt besoin d'être défendu. Enfin, si je comprends bien ce que Bernard-Henri Lévy nous dit, je m'empresse de dire que je ne suis pas en train de dire que les gens comme lui devraient distribuer leurs biens aux pauvres. C'est pas de ça qu'il s'agit, c'est pas ça qu'on leur demande. Mais en revanche, ce qu'on est en droit de se demander, c'est si c'est bien à des intellectuels de se mettre de décider tout d'un coup de prendre la défense d'un pouvoir dont on peut estimer qu'il se défend par ailleurs déjà suffisamment bien par lui-même, hein, et même un peu trop bien, au point encore une fois de devenir tout simplement démesuré. Et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé évidemment depuis quelques années, puisqu'il y a eu un ralliement, encore une fois un ralliement assez massif du monde intellectuel aux valeurs libérales et au système du marché, y compris d'ailleurs en ce qui concerne la gestion des affaires du monde intellectuel. Tout le monde trouve, semble-t-il, de plus en plus normal que dans le monde intellectuel lui-même, la loi qui règne et qui décide à peu près de tout, soit la loi du marché, ou en tout cas un équivalent
un équivalent de ça. Je crois qu'un des éléments de réponse est probablement que ce sont des gens qui ont été plus ou moins tentés à un moment donné par la séduction exercée par une des formes de dictature moderne, c'est-à-dire le totalitarisme soviétique. Et je crois que tous les gens, si vous voulez, qui ont été plus ou moins séduits par ce type de régime politique sont plus ou moins convaincus aujourd'hui qu'il faut absolument défendre le système capitaliste, parce que si on se relâche de façon quelconque sur ce point, si on risque de faire du même coup, on risque si vous voulez, de fournir du même coup des armes à ce type de dictature, ce qui fait que quiconque se met à critiquer soit les États-Unis, soit le système capitaliste en général, est aujourd'hui presque immanquablement accusé d'être implicitement un partisan du goulag, c'est-à-dire d'avoir de la sympathie pour des formes de gouvernement autoritaire, voire même dictatorial, de type soviétique. Donc je ne dis pas que c'est l'explication complète, mais c'est une partie de l'explication. C'est-à-dire quand on a été cédé pendant un temps à la séduction que peut exercer sur des intellectuels, au départ d'ailleurs sur des intellectuels qui peuvent très bien être motivés par une forme de générosité sociale et politique. Donc quand on a été victime du genre de mystification dont les gens dont nous parlons ont été victimes de façon plus ou moins explicite, on a évidemment tendance à en rajouter dans la défense du libéralisme politique, et du libéralisme économique qui semble en constituer la condition. C'est-à-dire on a l'impression que si on veut bénéficier d'un système où les libertés politiques sont garanties, il faut accepter corrélativement, et c'est justement ce point qu'on pourrait avoir envie de discuter, il faut accepter également comme présupposé le système du marché, le libéralisme économique et la loi du marché. Donc une des questions qui se poseront de plus en plus, c'est jusqu'à quel point ces deux choses sont-elles comparables? Est-ce qu'on peut avoir le libéralisme politique, ce que je crois nous souhaitons et demandons tous, nous demandons un système où les libertés, la garantie des libertés démocratiques soit assurée. Est-ce qu'on peut avoir ça sans se trouver obligé d'accepter en même temps le capitalisme, et je dirais des formes de capitalisme qui ont tendance à revenir un petit peu sauvages, sans exagération. Je pense que ça m'avait aussi frappé au moment où je travaillais sur Krauss, parce que quand Krauss s'est attaqué au pouvoir de la presse et de façon plus générale à toutes les formes de corruption en Autriche, il s'est trouvé confronté à une forme de capitalisme qui était un capitalisme un petit peu archaïque, celui qui n'avait pas encore atteint le stade de la modernité, au sens où l'Angleterre l'avait déjà fait. Et donc c'était une forme de capitalisme, on pourrait dire, de rester relativement primitif, plus ou moins sauvage, selon les critères actuels. Vous savez, Krauss évoque dans la Fackel une grève qui a duré plusieurs mois, je crois, à Brünn, c'est-à-dire la ville qui s'appelle actuellement Brno, qui est en Tchécoslovaquie, où il y avait des usines textiles dans lesquelles les ouvriers, je crois, ont fait une grève de plusieurs mois pour obtenir le droit de travailler seulement 10 heures par jour au lieu de 11. Enfin, vous voyez dans quel état était le capitalisme autrichien à cette époque-là, et tout de même en Angleterre, la condition des ouvriers était sensiblement meilleure. Mais ce qui m'a frappé, c'est le fait que, au fond, il n'est pas impossible que par certains côtés, le capitalisme tel que nous le connaissons en ce moment revienne à une forme de sauvagerie, entre guillemets, qui évoque un petit peu ce qui s'est passé il y a bien longtemps. On a l'impression d'avoir affaire à nouveau avec vous savez, les phénomènes de délocalisation, par exemple. Il se passe des choses qui à certains moments, rappellent un petit peu le capitalisme au sens du XIXe siècle. Bon, on n'est plus dans une situation où il y a des enfants de 10 ans
ou moins même, qui travaillent dans les mines, comme il y en avait tant au XIXe siècle. Mais en Chine, il y a, je crois, 6000 mineurs qui meurent chaque année d'accidents dans les mines. 6000, c'est absolument monstrueux. Et donc, ça, j'appelle ça, si vous voulez, une forme de capitalisme sauvage, effectivement, bon, où les règles élémentaires de respect de l'intégrité physique des ouvriers ne sont absolument plus respectées. Hein. Donc là, il y a quelque chose de très inquiétant qui est en train de se passer. Mais naturellement, comme les gens font, y compris les intellectuels, ont tendance à faire confiance aux mécanismes de régulation spontanée, on pense que ça va s'améliorer progressivement, que même dans ces pays-là, le capitalisme va forcément s'humaniser. Je n'arrive pas à partager ce type d'optimisme. J'arrive encore moins à partager une forme d'optimisme qui est aussi très répandue, qui consiste à compter plus ou moins sur la bonne volonté des capitalistes pour que les inégalités sociales diminuent, ou à compter sur leur sens moral. Là, on pourrait évoquer évidemment tout le problème de l'éthique, puisqu'on est littéralement assassiné tous les jours de considérations soi-disant éthiques. Hein. Il y a une espèce d'invasion de tous les secteurs de l'existence par un discours prétendument éthique. Au début de l'an 2000, Chirac a dit que ça m'avait frappé aussi ça énormément, il a dit que le XXIe siècle serait le siècle de l'éthique. Et j'en ai conclu que ce serait un siècle où on parlerait effectivement beaucoup d'éthique, mais en général, vous savez, l'éthique, c'est le genre de choses, plus on en parle, moins on en a. C'est d'ailleurs en partie pour ça, sans y mettre une intention particulièrement malveillante, qu'on parle tellement d'éthique et de déontologie dans les milieux journalistiques. Chaque fois que j'entends ça, faites-nous confiance, nous avons un sens moral très développé, ne faisons pas n'importe quoi, nous sommes des êtres responsables. Là, je deviens inquiet, je me dis, il vaut mieux de façon générale dans les rapports entre les êtres humains, ne pas avoir quand même à compter exclusivement sur le sens moral des gens à qui on a affaire. On a envie d'avoir des garanties un peu plus solides que ça. En fait, ça, c'est un des aspects du problème. Un des aspects du problème que soulève la profession journalistique. Ce sont des gens qui sont convaincus d'avoir un sens moral plus développé que les autres, ce qui fait qu'au fond, ils considèrent comme incongru d'essayer de leur demander des garanties que d'après eux, ils n'ont pas à fournir. Mais ça, c'est un problème redoutable, parce que quand vous regardez les fameux phénomènes d'emballement, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, regardez ce qui s'est passé avec l'affaire d'Outreau, les procès d'Outreau, l'affaire du bagagiste de Roissy, qui est un peu plus ancienne, ce qui s'était passé déjà au moment de l'assassinat du petit Grégory Villemain, où la presse a été capable d'écrire littéralement n'importe quoi, et ça a des conséquences. La plupart du temps, il y a des réputations qui se trouvent détruites, des existences humaines qui se trouvent anéanties. Dans l'affaire du procès d'Outreau, c'est évident. Imaginez la situation des gens qui sont obligés, après ça, d'essayer de rebâtir leur vie. Et ici, il se passe quoi? Il y a quelques excuses hypocrites, vous allez avoir dans un journal comme Marianne ou un autre, je ne sais pas, des considérations attristées sur tous ces phénomènes d'emballement. Et puis, on a l'impression qu'ils sont tout prêts à recommencer exactement de la même façon la prochaine fois. Il ne se passe rien. C'est un peu ce qui avait frappé Krauss au moment d'une affaire que j'ai évoquée à différentes reprises, parce qu'elle est absolument exemplaire. En 1909, donc, il y a eu l'Autriche-Hongrie a essayé de déclencher de justifier le déclenchement d'une guerre préventive contre la Serbie. Donc ça évoque évidemment assez directement ce qui s'est passé récemment entre les États-Unis et l'Irak. Hein. Il y avait la volonté de faire la guerre, et le seul problème était au fond de trouver une raison ou un prétexte susceptible de convaincre d'abord la presse, et puis ensuite l'opinion publique. Vous savez, Krauss, à un moment donné, il pose la question, il dit comment les guerres se déclenchent-elles? Elles se déclenchent quand les diplomates racontent des mensonges aux journalistes et les croient ensuite quand ils les ont vus imprimés. Vous pouvez appliquer ça à la façon aux conditions dans lesquelles a été déclenchée la guerre en Irak. Alors en deux mots, donc, ce qui s'est passé, c'est que l'Autriche-Hongrie, voulant impliquer la Serbie dans un soi-disant la Serbie dans un soi-disant complot qui avait été fomenté par des députés croates, des députés qui siégeaient à la Diète de Croatie contre l'Autriche, a fabriqué des faux documents. Donc ils ont fabriqué des faux documents pour essayer d'impliquer les députés en question.
dans l'affaire, et puis tirer de ça, évidemment, une raison de déclencher une guerre préventive contre la Serbie. Malheureusement, les députés en question ont porté plainte pour dénonciation calomnieuse. Il y a eu un procès auquel Kraus a participé. Il a assisté à la totalité du procès, donc ça se passait en 1909. Donc vous voyez, 5 ans avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, ce qui rend l'affaire particulièrement exemplaire. Et au procès, il a été démontré, sans trop de difficulté, que les documents que le ministère des Affaires étrangères autrichien avait fournis à la presse, puisque dans la Neue Freie Presse, le grand journal libéral, était paru un article publié par un historien réputé qui s'appelait Friedjung. C'est pour ça que le procès donc, porte le nom de procès de Friedjung. Et cet article avait été écrit sur la base de documents fournis très officiellement par le ministère des Affaires étrangères autrichien, mais qui étaient des faux. Et comme ça a été reconnu au procès, l'affaire a tourné à la confusion complète de l'Autriche. D'abord du ministère de Friedjung, l'historien, et là vous voyez, il y a un intellectuel qui s'était laissé impliquer dans l'affaire, ce qui est aussi très révélateur, parce que malheureusement, dans ces circonstances-là, il est rare que l'intellectuel arrive à résister tout à fait aux pressions exercées par le pouvoir politique. Et donc l'affaire se terminait de façon lamentable pour l'historien Friedjung, pour le ministère des Affaires étrangères et pour l'Autriche. Et la similitude avec la façon dont, les conditions dans lesquelles a été déclenchée la guerre en Irak, est tellement extraordinaire que je me suis permis, dans un article qui paraîtra bientôt, d'insister un peu sur le parallélisme, parce que là aussi, la presse aux États-Unis, et là il s'agit de la meilleure presse, c'est pas la presse de bas étage, c'est pas la presse de caniveau, c'est pas la presse nationaliste, enfin, qui fait preuve d'un nationalisme imbécile, comme peut le faire par exemple la presse de caniveau anglaise, hein, le Sun, des journaux de cette sorte. C'est la presse du plus haut niveau qui s'est laissée piégé complètement et entraîné dans une affaire donc, qui était une affaire de pure propagande, destinée à justifier une guerre préventive qui n'avait pas lieu d'être. Alors, une fois que ce genre de choses a été fait, qu'est-ce qui se passe? Bon, quelques semaines ou quelques mois après, on reconnaît qu'on s'est laissé intoxiquer et qu'on a imprimé des choses inexactes, puisque là aussi, on peut dire que le gouvernement américain a fourni des fausses preuves, hein, qui n'ont pas été reconnues comme telles. Donc, ce sont deux situations qui sont tout à fait semblables, et ce qui est semblable également, c'est la constatation attristée que fait Kraus. Il dit, dans un premier temps, à propos de l'affaire Friedjung, mais dans un premier temps, on a dit, oh là là, il y a eu un complot fomenté contre l'Autriche par des députés croates. Alors le public dit ben ça alors, et puis dans un deuxième temps, on dit, ah ben non, finalement, il n'y a pas eu de conspiration. On dit que contre l'Autriche, et le public des lecteurs de journaux fait à nouveau ben ça alors, et puis il ne tire aucune conséquence, il ne se passe rien. Il ne se passe rien en tout cas pour ce qui concerne la réputation des journaux, qui reste sensiblement la même. Et puis les gens un peu méfiants se disent que dans des conditions identiques, les choses très probablement recommenceront exactement de la même façon. Donc là, il y a un problème. On pourrait d'ailleurs néanmoins remarquer que un des problèmes de la presse actuelle, c'est que chaque année, vous savez, il y a des enquêtes qui sont faites pour déterminer la cote de confiance dont bénéficie la presse, et il est quand même frappant de constater que moins d'une personne sur deux font confiance aux journaux pour ce qui est de l'aptitude à dire la vérité, hein, c'est-à-dire à raconter les choses exactement comme elles se sont passées. Ce qui est quand même préoccupant, si vous voulez. Moi, je suis un peu étonné quand même que la presse ne s'inquiète pas davantage de ça. C'est-à-dire du fait qu'elle inspire aussi peu confiance. Je dis en principe, parce qu'encore une fois, entre ce que les gens disent et la façon dont ils réagissent quand les journaux, quand ils voient quelque chose d'imprimé, il y a quand même le prestige de l'imprimé, hein, qui est une chose qui compte énormément. Kraus dit que le lecteur, au fond, il est plus impressionné par ce qu'il voit imprimé qui ne pourrait l'être par ce que les 7 sages de la Grèce pourraient lui murmurer à l'oreille. Il est plus impressionné par ce qu'il voit imprimé dans le journal que par ça, ce qui est quand même assez vrai. Autrement dit, d'un côté, si les gens officiellement affichent la plus grande méfiance à l'égard de ce que peuvent écrire les journaux, mais comme on le disait tout à l'heure, en même temps, ils peuvent le croire beaucoup plus qu'ils ne sont prêts à le reconnaître. Il est évident qu'il y a
il y a les deux choses. Le prestige de la chose imprimée est évidemment considérable. C'est, je crois, Musil qui fait cette constatation sur le fait qu'il y a une forme d'importance, et c'est le cas de l'importance qu'ont les journalistes, qui provient essentiellement de la fréquentation de gens réellement importants. C'est ce qu'on peut rappeler ce côté parasitaire qui a été dénoncé en particulier par Krauss, que joue le journalisme. Il n'est pas réellement important en soi, mais il a un rapport privilégié avec les choses importantes, en particulier avec les choses importantes qui se passent dans le monde intellectuel, au nombre desquelles figure, vous avez raison, en occupant même une place éminente, tout ce qui est philosophique, surtout en tout cas dans un pays comme la France. C'est un peu moins vrai dans d'autres pays. C'est beaucoup moins vrai dans les pays anglo-saxons, par exemple, où les philosophes sont beaucoup plus facilement considérés comme étant eux-mêmes des techniciens d'une certaine sorte. C'est-à-dire comme ils ont le genre de philosophie qui s'est développé dans le monde anglo-saxon, ce qu'on appelle la philosophie analytique, est une philosophie qui est quand même sensiblement plus technique que la philosophie telle qu'on la comprend en France, qui est en général beaucoup plus littéraire. Si vous voulez. Donc le résultat de ça, c'est qu'au fond, dans les pays anglo-saxons, Angleterre et les États-Unis en particulier, surtout les États-Unis d'ailleurs, on a l'impression que la philosophie est considérée comme une spécialité, plus ou moins technique, qui n'a pas de rapport privilégié avec les questions d'intérêt général, en tout cas pas beaucoup. Si vous voulez. Il est rare qu'on demande aux philosophes, en tout cas ceux que je connais et j'apprécie, c'est pas des gens qu'on verra, qu'on a beaucoup de chance de voir à la télévision pour donner leur opinion sur des questions d'intérêt général. Donc la France est dans une situation tout à fait particulière, hein, notamment en raison de l'existence de la classe de philosophie, qui est une chose qui n'existe presque nulle part ailleurs. Il n'y a pas beaucoup de pays où tous les élèves des terminales de lycée bénéficient de cet enseignement qui est supposé être un élément essentiel de la formation du citoyen. Ça, évidemment, la théorie qui est officiellement défendue par les professeurs de philosophie, c'est que ce qu'ils font est absolument indispensable à la formation en particulier de la conscience politique, des gens, et ils mettent en général, ils pensent, si vous voulez, en général, que c'est parce que en France, le citoyen est passé, en tout cas une plus grande partie des gens sont passés par ce genre de formation, qu'on a une conscience politique beaucoup plus aiguisée qu'ailleurs. Et ce qui est jusqu'à un certain point vrai. C'est vrai que la France est un pays où probablement on a une conscience politique un peu plus développée que dans beaucoup d'autres pays. En tout cas que les États-Unis, ça c'est tout à fait certain. Vous savez, on discute beaucoup plus de politique qu'ailleurs. Et je me rappelle, je ne sais plus qui disait ça, je ne sais pas si c'est pas Jean Kelevitch qui disait que le goût pour la philosophie était un peu la même chose, ou était dans le prolongement du goût pour la conversation de café. C'est-à-dire, il y a des choses dont en France on parle énormément, en particulier les questions politiques, et on est supposé avoir été éduqué à ça, ou en tout cas c'est une tendance qui est supposée avoir été renforcée et en même temps affinée par la pratique de la philosophie et par la classe de philosophie. Mais pour ce qui est du problème précis que vous soulevez, je crois qu'il y a deux tendances qui sont presque contradictoires et auxquelles on cède simultanément en ce qui concerne la philosophie. Il y a d'un côté une conception assez traditionnelle qui consiste à dire que la philosophie doit nous faire accéder aux vérités les plus importantes, les vérités les plus fondamentales, en particulier les vérités de l'espèce qu'on appelle métaphysique, celles qui sont à la base de toutes les autres. Donc la philosophie est supposée nous faire découvrir ce genre de vérités auxquelles elle est la seule à avoir accès et à pouvoir nous ménager un accès. Puis il y a en même temps une certaine tendance au contraire à rattacher plutôt la philosophie à ce qu'on pourrait appeler la mentalité socratique. La philosophie est là. La tâche de la philosophie consiste essentiellement à nous apprendre à douter de tout ce dont nous pouvions nous imaginer le savoir. Ce qui fait qu'à la limite, vous voyez, la philosophie est considérée comme le contraire d'un savoir, et le contraire d'une entreprise qui aurait pour but de nous communiquer un savoir d'une certaine sorte.
Dans la plupart du temps, les deux choses, ces deux choses sont simultanément vraies. À l'intérieur de tout philosophe, je crois qu'il y a plus ou moins ces deux formes ces deux façons de concevoir l'entreprise philosophique. Une façon qui consiste à la concevoir comme orientée vers la recherche de vérité d'un type spécial et d'une espèce particulièrement importante, et puis une autre qui consiste à la concevoir plutôt comme étant une entreprise essentiellement critique, c'est-à-dire destinée ayant pour fonction de susciter des inquiétudes et des doutes partout où quelque chose comme une vérité, en tout cas une vérité définitive, pourrait donner l'impression d'avoir été découverte. Il y a y compris dans les médias, il y a une espèce, en France, une espèce de vénération particulière pour la philosophie, une conviction largement partagée que les philosophes, d'une certaine façon, détiennent plus ou moins le dernier mot sur tous les types de questions, et qu'on en reste à une perception et une description plus ou moins superficielle aussi longtemps qu'on n'a pas accédé au stade de la réflexion philosophique proprement dite, ce qui explique évidemment le prestige spécial dont on bénéficiait, en tout cas c'était vrai à la génération précédente, ça l'est à nouveau, dont bénéficient les philosophes, qui sont des gens qui occupent des positions extrêmement importantes dans les médias où ils sont beaucoup appréciés. Alors actuellement, parmi les philosophes qui occupent actuellement le devant de la scène, on peut remarquer qu'ils sont très appréciés du pouvoir politique, ils sont très appréciés du pouvoir médiatique, et ça va sans dire puisqu'on les voit assez régulièrement à la télévision, et puis aussi du pouvoir économique. Donc le pouvoir politique, le pouvoir médiatique et le pouvoir économique se les disputent d'une certaine façon. Certains d'entre eux font partie des conseils d'administration de certaines entreprises. Alors ils ont une rhétorique évidemment qui est très, très au point. Ayant passé moi-même par le système, je suis particulièrement bien placé pour savoir avec quelle efficacité ils sont formés et à quel point leur rhétorique est excellente et convaincante. Alors elle produit évidemment, elle fait beaucoup d'effets, par exemple sur les milieux patronaux. Il paraît que certains d'entre eux sont extrêmement recherchés. Ils font des conférences, etc. Donc il y a, et alors j'oubliais le plus important, c'est que la conséquence de ça est qu'on a l'impression qu'il y a cette demande philosophique renouvelée, semble-t-il, a engendré l'impression d'un renouveau de la philosophie. C'est-à-dire, on entend dire depuis quelque temps, un peu partout, qu'il y a un renouveau de la philosophie extrêmement important, et jamais la discipline ne s'est aussi bien portée. Ce qui, je dois dire, m'amuse beaucoup, parce que c'est évidemment pas parce que vous avez 3 ou 4 philosophes ou un peu plus, qui écrivent des best-sellers, il y a des ouvrages de philosophie qui se vendent à 200 000 exemplaires. C'est pas parce que vous avez quelques philosophes qui obtiennent des succès de ce genre, qui se produisent régulièrement à la télévision, qui siègent dans les conseils d'administration de certaines entreprises, ou même qui siègent au comité national d'éthique. Je crois qu'on ne peut pas conclure de ça à un renouveau caractéristique et incontestable de la philosophie. Pour apprécier le bon état de la philosophie et la bonne santé de la discipline, il faut utiliser évidemment d'autres critères que ça. Et il faudrait consentir aussi à regarder un peu le travail obscur qui se fait, c'est-à-dire tous les gens qui écrivent des livres qui sont véritablement des livres qui comptent, mais qui se vendent péniblement à quelques centaines d'exemplaires. Alors c'est encore un autre aspect du problème qu'on n'a pas beaucoup évoqué, mais qui mériterait de l'être. J'ai parlé personnellement de l'injustice et de l'arbitraire avec lesquels est exercé le pouvoir des médias dans ce domaine. Et là, c'est très frappant, évidemment. On a l'impression, quand on est dans le métier, depuis un bon moment, ce qui est mon cas, qu'il n'aide, pour ainsi dire, il n'aide presque pratiquement pas les livres qui auraient le plus besoin de l'aide, c'est-à-dire ceux qui auraient le plus besoin d'être défendus, qui mériteraient le plus de l'aide, parce que justement, s'ils ne sont pas soutenus de façon quelconque, ils ne seront pas reconnus, l'importance tout à fait l'importance objective qu'ils ont ne seront pas reconnus. Mais le fait est que, comme Bourdieu le disait, Bourdieu avait cette formule, ils passent leur temps à consacrer des gens déjà consacrés
on pourrait dire aussi qu'ils viennent toujours au secours du succès. Ce qui a déjà du succès ou ce qui de toute façon en aurait, hein, c'est ça qu'au fond qui les intéresse. Ils n'ont pas tellement envie de faire un travail d'exploration qui est très ingrat, qui est très difficile à faire, pour aller voir ce qui se fait réellement. Il ne parle que d'une toute petite partie de ce qui se fait en philosophie. Je suppose que c'est pareil dans d'autres domaines. La littérature, le cas de la littérature est sans doute pas très différent. Alors ça, c'est très pénible à observer, parce que quand, pour votre part, vous êtes en contact en permanence avec justement la partie qu'ils ignorent, ce qui est mon cas. Depuis les années 60, je me suis intéressé pratiquement qu'à des choses qu'ils ont ignorées. Alors évidemment, avec le temps, les choses changent. Par exemple, je me suis énormément intéressé en philosophie à Wittgenstein. Je l'ai fait depuis le milieu des années 60. Bon, à l'époque, inutile de vous dire que ça n'intéressait pas du tout la presse et les médias en général. Aujourd'hui, c'est sensiblement différent. Mais enfin, pendant longtemps, c'est ce qui se passe à nouveau en ce qui me concerne actuellement, je m'intéresse à peu près systématiquement à ce qui ne les intéresse pas, eux. Je dois dire, j'ai même presque une sorte de perversité. Bon, j'ai pas forcément raison, mais j'avoue que les choses qui sont à la mode m'intéressent en général très peu. Bon, j'ai plutôt tendance à aller voir s'il n'y a pas quelque chose d'au moins aussi intéressant, sinon plus intéressant, qui au même moment est complètement laissé de côté. Mais en tout cas, c'est assez pénible, si vous voulez, quand vous voyez l'étendue et l'importance de ce qu'ils ignorent, hein, de ce dont ils n'ont même probablement aucune idée, parce que pour en avoir une idée, il faudrait avoir une curiosité réelle, et même une curiosité presque illimitée. Hein. Or, si on regarde les choses d'un point de vue un peu naïf, on se dit que c'est ça qu'ils devraient faire. Ce sont des gens qui devraient passer leur temps à essayer de regarder dans tous les coins pour voir s'il n'y a pas quelque chose que leurs confrères ont oublié et qui est en train de se passer. Et c'est pas du tout ça qu'ils font. La plupart du temps, ils font à peu près tous la même chose, ils parlent à peu près tous des mêmes livres. Ils en parlent à peu près dans les mêmes termes. Donc là, il y a quelque chose qui est un petit peu désolant et qui me fait... c'est même plus que désolant, ça me fait penser à ce que disait Mosil. C'est une formule de Mosil que je cite souvent. Enfin, il y a deux formules de Mosil qui sont très intéressantes. À cet égard, Mosil dit à un moment donné que ce qui est douloureux dans le cas du journalisme, c'est le contraste entre ce qu'il est et ce qu'il pourrait être. Autrement dit, je ne suis pas en train du tout de parler comme quelqu'un qui pourrait souhaiter de près ou de loin la disparition de la presse ou je ne sais quoi, parce qu'il y a des gens qui s'imaginent que c'est ce que Krauss lui-même voulait. Je ne crois pas. Il n'était pas assez naïf d'abord pour penser que c'était possible, et ensuite je ne pense pas non plus qu'il considérait ça comme souhaitable, à supposer que ça soit envisageable. Mais ce que je veux dire, oui, c'est que je pense que Mosil, que ce qui est douloureux, c'est vraiment le contraste qu'il y a entre ce qu'ils pourraient faire, par exemple, pour la philosophie, et ce qu'ils font réellement, pour s'en tenir à un aspect du problème qui n'est pas très important, qui est même probablement secondaire, mais c'est vrai aussi de façon générale. On a le sentiment qu'il devrait être possible de faire infiniment mieux, en tout cas de faire beaucoup mieux, et que ça ne serait même probablement pas tellement difficile. Mais il reste qu'il y a ce contraste extraordinaire entre ce qui pourrait être et ce qui est. Et puis l'autre formule de Mosil que j'aime beaucoup, c'est aussi... oui, c'est dans l'homme sans qualité. Le deuxième, c'est dans l'homme sans qualité. La première, c'est dans un de ses essais, je ne sais plus lequel. Mais dans l'homme sans qualité, il dit ceci, pour on ne sait quelle impondérable raison, les journaux ne sont pas ce qu'ils pourraient être à la satisfaction générale, les laboratoires et les stations de l'esprit, mais des bourses et des magasins. Vous voyez que... alors il y a un personnage d'ailleurs de journaliste, Mazer Richer, oui j'en parlais il y a un instant dans l'homme sans qualité, qui est tout à fait extraordinaire. Et là, on voit très bien, Mosil met le doigt sur une chose qui nous frappe de plus en plus, c'est-à-dire on s'attendrait à ce que les journaux participent de façon active et intelligente à la vie de l'esprit. Mosil dit que ça pourrait être des laboratoires, les stations d'essai de l'esprit, et puis en réalité, il donne l'impression d'être quoi? Des bourses et des magasins, c'est-à-dire des agences de publicité, de promotion, etc. Il y a cette rubrique, il y a des rubriques qui sont absolument effarantes dans le Nouvel Observateur. Vous savez, la rubrique en hausse, en baisse. On a l'impression que, au fond, le problème, c'est de suivre les cotations à la bourse des valeurs. Alors, d'un côté, on vous dit les productions intellectuelles ne sont pas du tout des productions comme les autres, elles ne devraient pas relever de la loi du marché, etc. Et en même temps, on vous inflige cette chose absolument innommable, hein, les personnalités en baisse, les personnalités en hausse. Et souvent, c'est des personnalités d'intellectuels. Hein. Donc, ce qui veut dire qu'au fond,
on accepte tout à fait dans les faits de se livrer à ce jeu de la bourse des valeurs. On parlait tout à l'heure du degré auquel la loi du marché, les mécanismes du marché ont été acceptés et ont même été intégrés au mode de pensée chez les intellectuels eux-mêmes. Et ça, c'est un indice qui ne trompe pas. À propos du rôle que joue aujourd'hui le journaliste, alors, dans ce que dit Krauss, il y a quelque chose qui peut prêter à confusion, c'est qu'au fond, j'ai dit qu'il ne souhaitait pas du tout la disparition de la presse, il ne souhaite pas non plus, bien sûr, la mort des journalistes, mais il pense qu'il y a eu une espèce d'usurpation de rôle et de fonction, celui qui s'est produite à un moment donné, parce qu'il a le sentiment que le journaliste qui aurait dû occuper une fonction certes honorable, mais subalterne, c'est-à-dire celle du porteur de nouvelles, l'informateur, celui qui vous communique des informations, il a eu le sentiment que tout d'un coup le journaliste avait voulu occuper, jusqu'à un certain point réussi à occuper un rôle beaucoup plus important, celui de défenseur de la vérité, de la culture, etc. Et il y a un passage très très remarquable où il dit ça, c'est-à-dire, bon, le problème c'est le sentiment qu'il a qu'au fond le serviteur s'est transformé progressivement en celui qui aurait dû rester un serviteur respecté, parce qu'on peut après tout avoir du respect pour les gens qui occupent ce genre de position, s'est transformé en un maître abusif, qui du même coup est méprisé et haï, ce qui explique en partie l'attitude qu'on a, qu'a souvent le milieu intellectuel à l'égard de la presse. C'est, je crois, Cyril Lemieux qui avait écrit un livre intitulé « Mauvaise presse », qui est paru il y a déjà un certain nombre d'années. Mauvaise presse, alors ça renvoie évidemment à l'idée que la presse a plutôt, de façon générale, mauvaise presse. On évoquait ce problème il y a un instant. Les gens, quand vous les consultez, expliquent qu'ils ne lui font pas tellement confiance. Et au fond, l'impression de Krauss, c'est que c'était à peu près inévitable. Que lorsque le serviteur sort de la fonction qu'il devrait se contenter d'exercer et qui pourrait lui permettre d'être traité avec égard, lorsqu'il sort de cette fonction pour usurper un rôle qui n'est pas le sien, il s'expose évidemment à être craint. J'avais une fois caractérisé la situation à l'aide du slogan « qu'il méprise pourvu qu'il lise », c'est-à-dire la presse a souvent le sentiment d'être quelque peu d'être mal perçue et même plus ou moins méprisée, mais en même temps on se dit c'est au fond pas très important parce que le mépris on peut le supporter, on peut vivre avec. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, on peut même vivre plus ou moins de ça. Donc c'est pour ça que j'avais, dans le livre que j'ai écrit sur Krauss, j'avais utilisé cette formule qui me plaisait assez, qu'il méprise pourvu qu'il lise, si c'est-à-dire, après tout, bon, ce qu'ils peuvent penser Oui, c'était ce que vous suggériez et qui me semble aller tout à fait dans le même sens. C'est pas très important. Mais enfin, pour en revenir à ce dont je voulais parler, oui, Krauss dit « Nous avons mis l'homme qui doit annoncer l'incendie et qui devrait sans doute jouer le rôle le plus subalterne dans l'État. Nous l'avons mis au-dessus du monde, au-dessus du feu et au-dessus de la maison, au-dessus du fait et au-dessus de notre imagination. » C'est résume tout à fait cette espèce d'usurpation de rôle, de fonction et de dignité qui reproche aux journalistes. Il y a deux façons de se représenter la fonction et le rôle de l'intellectuel. C'est une qui consiste à dire l'intellectuel doit se borner à être le serviteur désintéressé de la vérité. Quelle que soit la nature de celle-ci, qu'elle fasse plaisir aux gens ou non, qu'elle permette ou non d'agir du point de vue politique et social, c'est une façon de se représenter les choses. Et il est arrivé à ce moment qu'on reproche aux intellectuels d'avoir plus ou moins trahi cette obligation d'être les serviteurs désintéressés de la vérité, à l'exclusion de toute autre chose. Julien Bada est l'auteur d'un livre célèbre appelé « La trahison des clercs », dans lequel il reproche aux intellectuels d'avoir pris position
au moment de la guerre de 14. C'est d'ailleurs aussi un des reproches majeurs que Krauss a adressé, non pas seulement aux journalistes, mais également aux intellectuels. C'est celui de s'être engagé de façon partisane à un moment où il aurait fallu au contraire essayer de rester les serviteurs désintéressés de la vérité et de la justice. Et par conséquent, il peut y avoir cette tendance à dire, par définition, un intellectuel ne doit pas s'engager, il ne doit s'engager qu'au service de la vérité, indépendamment de toute idée d'application, en particulier d'application de nature politique. Mais comme vous savez, on est passé par une phase, Sartre est un exemple typique de ça, où au contraire l'idée qu'on avait était plutôt qu'un intellectuel, par essence en quelque sorte, devait être engagé, que les intellectuels qui n'étaient pas engagés, en réalité, l'était encore d'une certaine façon, si vous voulez, en vertu du principe bien connu, si vous croyez pouvoir vous tenir à l'écart de la politique, de toute idée, de toute espèce d'engagement politique, c'est encore une façon de faire de la politique, et probablement une des pires façons de le faire, c'est-à-dire sans l'avouer ouvertement, sans avoir une claire conscience de ce que vous êtes en train de faire. Donc il y a, je crois, il y a ces deux tendances en ce qui concerne l'intellectuel. Alors dans le cas de Bourdieu est particulièrement significatif parce que je crois qu'il a réussi à être à la fois un savant et un politique. C'est un peu le thème du petit livre que je lui ai consacré, donc qui s'intitule Bourdieu, savant et politique. Il a réussi à agir à la fois sur le terrain de la science. Il s'est montré particulièrement intransigeant sur ce terrain parce que contrairement à ce que lui ont reproché un certain nombre de ses adversaires, mal inspirés, sur ce point, il n'a jamais fait la moindre concession sur ce terrain-là. Il a toujours plaidé en faveur du respect le plus strict des exigences de la méthodologie scientifique. Donc il a réussi à être à la fois un savant et un politique, c'est-à-dire quelqu'un qui agit sur le terrain de la lutte sociale et politique, avec, comme vous le faisiez remarquer, cette particularité qu'il ne s'est pas simplement engagé politiquement. Il a essayé de tirer des conséquences, de tirer de son travail théorique, qu'il a réalisé dans les sciences sociales, d'en tirer des implications et des conséquences politiques. Donc au fond, il était convaincu, et c'est un point sur lequel nous avons eu beaucoup de discussions, parce que j'étais, je l'avoue, un peu plus sceptique que lui. Il était convaincu que le savoir, le meilleur savoir en tout cas, a des conséquences. C'est-à-dire que quand on sait mieux, on agit autrement. On pourrait résumer ça d'une formule simple, et même un peu simpliste. Et en ce qui concerne les sciences sociales, il était persuadé, et là évidemment vous avez raison de remarquer qu'il est tout à fait dans le rôle de l'intellectuel spécifique, qui est presque exactement le contraire de l'intellectuel philosophe, qui est presque toujours un intellectuel général, non pas spécifique. C'était un des points de désaccord fondamentaux de Bourdieu avec la philosophie, consistait précisément en cela, c'est-à-dire le fait qu'il reprochait aux philosophes d'être toujours des intellectuels universels, habitués à raisonner précisément en termes universels, et victimes de ce qu'il appelait l'illusion scolastique. Vous savez, dans les méditations pascaliennes, il développe longuement ce thème. Les philosophes occupent au fond la position de l'homme de loisir, qui est plus ou moins libéré des contraintes de l'action, et qui du coup reste à une distance beaucoup trop grande des réalités, en particulier des réalités sociales, et du coup est incapable de se rendre compte qu'un certain nombre de choses qu'il dit sont en réalité précisément le reflet de cette position privilégiée, de cette position d'exception qu'il occupe. Et lui, au contraire, évidemment, il était convaincu que le genre de science qu'il essayait de développer lui permettait d'agir réellement, et de le faire de façon beaucoup plus informée, à la fois beaucoup plus informée et beaucoup plus efficace. C'est-à-dire, il était persuadé que la connaissance acquise grâce aux sciences sociales devait être en mesure de produire des effets sociaux. Alors c'est un des points sur lesquels on a,
je dois le dire, lui et moi, très souvent discuté, parce que j'étais un peu plus réticent que lui. J'ai jamais été très convaincu que... Enfin, au plus exactement, je pense que le savoir est une condition, un meilleur... Savoir mieux est une condition nécessaire, mais je doute que ce soit une condition suffisante. C'est-à-dire, il me semble qu'il faut quelque chose de plus que ça. Et c'est un point qu'il a fini par considérer comme très important, parce qu'il en a souvent reparlé dans les dernières années. Et il citait de temps en temps Wittgenstein qui dit, si vous voulez, à propos d'autre chose, mais qui dit c'est la réforme qu'il faut produire, c'est pas seulement, en tout cas, c'est même peut-être pas d'abord une réforme de l'intellect, c'est une réforme de la volonté. Et ça m'a paru s'appliquer tout à fait à la situation dans laquelle il se trouvait, si vous voulez. C'est-à-dire, on peut arriver à en savoir beaucoup plus sur la réalité sociale. En particulier, on peut réussir, grâce aux instruments qui sont fournis par la science sociologique, on peut réussir à percer à jour les mécanismes qui gouvernent le fonctionnement des sociétés, qui engendrent des formes de méconnaissance diverses, c'est-à-dire les mécanismes qui font que les gens agissent de la façon dont ils le font et en même temps sont dans l'ignorance des raisons pour lesquelles ils le font. On peut acquérir là-dessus des connaissances beaucoup plus développées. Mais pour passer de ça, si vous voulez, à la modification des comportements, il semble qu'il faille encore quelque chose de plus, bon, qui semble être davantage de l'ordre de la volonté que de l'intellect. Ça me semble une des difficultés majeures. Et naturellement, comme je n'ai pas de réponse à cette question, j'ai toujours critiqué. Quand j'ai critiqué Bourdieu, j'ai toujours fait avec beaucoup de prudence, parce que je crois que lui et moi, nous étions un peu à la recherche de la même chose, hein, c'est-à-dire comment arrive-t-on à produire cette réforme de la volonté qui semble nécessaire en plus de l'information, de l'information acquise au niveau de l'intellect.